Daniel Hawthorne, de merveilleuses histoires d'après des contes mythologiques. La tête de la Gorgone. Persée était fils de Danaé, elle-même fille de roi. Il n'était encore qu'un bien petit garçon lorsque des méchants le mirent, lui et sa maman, dans un coffre qu'ils jetèrent à la mer. Une brise fraîche les éloigna du rivage. Les flots agités les secouèrent rudement. Danaé avait une peur affreuse de voir quelques grosses vagues les recouvrir tous deux de sa blanche écume. Elle serrait son enfant sur son sein. Mais ses craintes furent vaines. Le coffre, poussé par les vents, ne chavira ni ne coula. La nuit le trouva tout près du Nil, pris dans les filets d'un pêcheur qui le tira à sec sur le sable. L'île était Séripho, où régnait le roi Polydecte, frère du pêcheur. Ce pêcheur, je suis bien contente de vous le dire, était un homme honnête, plein d'humanité. Il témoigna une grande bonté à Danaé et à son petit garçon. Il ne cessa de leur montrer la même amitié jusqu'à ce que Persée fût devenu un beau jeune homme, fort, actif, habile au maniement des armes. Longtemps avant, le roi Polydecte avait vu ces deux étrangers, mère et fils, qu'un coffre flottant avait apporté dans ses états. Loin d'être bon, bienveillant comme son frère le pêcheur, il était extrêmement méchant. Il résolut de lancer Persée en quelque dangereuse entreprise où le jeune homme serait probablement tué et de nuire ensuite de quelque manière à Danaé elle-même. Ce monarque au mauvais cœur chercha longuement le fait le plus dangereux qu'un jeune homme put tenter d'accomplir. Il finit par imaginer une aventure dont l'issue promettait d'être aussi fatale qu'il le désirait. Il fit appeler le jeune Persée, qui se rendit aussitôt au palais. Assis sur son trône, le roi l'accueillit. « Persée, dit-il avec un sourire astucieux, te voilà devenu un beau jeune homme. Je vous ai montré à ton excellente mère et à toi beaucoup de bienveillance. Mon digne frère le pêcheur a agi de même sorte. J'imagine que tu ne serais pas fâché de nous prouver ta reconnaissance. S'il plaît à votre majesté, je risquerai sans hésiter ma vie pour le faire. » « Eh bien, poursuivit le roi, gardant aux lèvres son sourire rusé, j'ai une petite expédition à te proposer. Tu es brave, entreprenant. Tu considéreras comme une rare bonne fortune, je n'en doute pas, cette occasion qui s'offre de te distinguer. Tu dois savoir, mon bon Persée, que je songe à épouser la belle princesse Hippodamie. En pareille occasion, on a coutume d'offrir à sa fiancée quelques curiosités élégantes et rares. Mais ce matin, je m'en flatte, j'ai trouvé le présent qui convient exactement. « Et je puis aider votre majesté à l'obtenir » s'écria Persée. « Tu le peux, si tu es aussi brave que je le crois, » répliqua le roi Polydecte de la façon la plus gracieuse. « Le cadeau de mariage que j'ai à cœur d'offrir à la belle Hippodamie, c'est la tête de la gorgone Méduse dont la chevelure est faite de reptiles. Je compte sur toi, mon cher Persée, pour me l'apporter. Comme je suis anxieux de tout régler avec la princesse, plus tôt tu te mettras à la recherche de la gorgone, plus je serai content. Je me mettrai en route dès demain matin. Je t'en prie, mon brave enfant. Et dis-moi, Persée,
en tranchant la tête de la gorgone, aie soin de donner un coup bien net, de façon à ne pas l'abîmer. Il faut la rapporter ici dans le meilleur état, pour qu'elle convienne au goût exquis de la belle princesse Hippodamie. » Persée sortit du palais. À peine était-il hors de portée de voix que Polydecte éclata de rire. Ce méchant roi s'amusait follement à la pensée que le jeune homme était si aisément tombé dans le piège. Très vite, la nouvelle se répandit que Persée avait entrepris de couper la tête de la Méduse à la chevelure de reptile. Persée s'en fut. Les gens le montraient du doigt, lui faisaient 1000 grimaces, clignaient de l'œil, se moquaient de lui aussi haut qu'ils l'osaient. « Ha 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 !» se disait-il, « il sentira la morsure des serpents de Méduse. » Or, sachez qu'à cette époque vivaient 3 gorgones, les monstres les plus étranges, les plus horribles qu'on eût vus à la création du monde ou dans les temps qui suivirent. Et il est probable que les jours à venir n'en présenteront jamais de pareils. Il est difficile de dire quelle sorte de créature ou de démon c'était. Il semble que ces 3 sœurs avaient quelque lointaine ressemblance avec des femmes. En réalité, elles étaient des dragons effrayants et malfaisants. Vraiment, il n'est pas facile d'imaginer à quel point ces 3 sœurs étaient hideuses. Pensez donc, au lieu de chevelure, chacune d'elles avait, croyez-moi si vous le pouvez, une centaine d'énormes serpents qui croissaient sur sa tête. Tout cela vivait, se tordait, s'agitait, se recourbait, lançait en avant des langues venimeuses, terminées en pointes fourchues. Pour dents, les gorgones avaient des crocs terriblement longs. Leurs mains étaient de bronze, leur corps était couvert d'écailles qui, si elles n'étaient pas de fer, étaient composées d'une matière aussi dure et aussi impénétrable. Elles avaient des ailes fort belles, je vous assure, et toutes les plumes d'or poli, brillant, étincelant. C'était extrêmement éblouissant, n'en doutez pas, lorsque les gorgones volaient au soleil. Mais les gens auxquels il arrivait d'apercevoir cet éblouissement tout en haut dans les nues s'arrêtaient rarement pour les contempler. Ils s'enfuyaient, se cachaient le plus vite qu'ils pouvaient. Peut-être croirez-vous qu'ils avaient peur d'être mordus par les serpents qui tenaient lieu de chevelure aux gorgones, ou saisis à la tête par les crocs affreux mis en pièces par les griffes de bronze. Bien sûr, c'étaient là quelques-uns des dangers auxquels ils étaient exposés. Ce n'était ni le plus grand, ni le plus difficile à éviter. Le pire, avec ces abominables gorgones, était que le pauvre mortel, dont le regard se portait directement sur un de leurs visages, était certain de sentir, à la minute même, son sang et sa chair tiède se transformer en pierre froide, inanimée. Comme vous pouvez facilement vous en rendre compte, le méchant roi Polydecte avait proposé à l'innocent jeune homme une dangereuse entreprise. Persée lui-même, lorsqu'il eut mûrement réfléchi, ne put s'empêcher de voir qu'il avait peu de chance de s'en sortir sain et sauf, qu'il risquait bien plus d'être transformé en statue de pierre que de rapporter la tête de Méduse à la chevelure de reptile. Car enfin, sans parler des autres difficultés, il y en avait une qu'un homme même plus âgé que Persée eût éprouvé de l'embarras à surmonter. Non seulement il s'était engagé à combattre et à tuer ce monstre aux ailes d'or, aux écailles de fer, aux griffes de bronze, à la chevelure de reptile, mais encore il devait le faire les yeux fermés, ou tout au moins sans jeter le moindre regard à l'ennemi auquel il s'attaquait, sans quoi, le bras levé pour frapper, il serait changé en pierre. Ces pensées jetèrent Persée dans une telle désolation qu'il ne put même se résoudre à communiquer son dessein à sa mère. Il prit son bouclier, ceignit son épée. De l'île, il gagna la terre ferme.
où, assis en un lieu solitaire, il eut beaucoup de mal à retenir ses larmes. Il était dans cette triste humeur lorsqu'une voix retentit à ses côtés. « Persée, disait la voix, quelle est la cause de ta tristesse ?» Il leva la tête qu'il avait tenue cachée dans ses mains. Le croiriez-vous, alors que Persée s'était imaginé être seul, un étranger se trouvait en ce lieu solitaire. Un jeune homme, à l'allure vive, au regard intelligent, remarquablement malicieux, un manteau sur les épaules, une coiffure bizarre sur la tête, un bâton curieusement contourné à la main, une courte épée, très recourbée, pendue au côté. Son corps souple, agile, était celui d'un homme habitué aux jeux de gymnase, capable de sauter et de courir. L'étranger avait l'air si renseigné, si joyeux, si secourable, bien qu'un peu malicieux avec tout cela, que Persée ne put s'empêcher, en le regardant, de sentir son entrain revenir. Et puis, comme il avait un réel courage, il était humilié que quelqu'un l'eût vu les yeux pleins de larmes, tel un écolier timide, alors qu'après tout, il n'y avait peut-être pas lieu de se désespérer. Il s'essuya les yeux pour répondre à l'étranger avec entrain, en s'efforçant de paraître aussi brave que possible. « Oh, je ne suis pas si triste que cela, dit-il. Mais une aventure que j'ai entreprise me rend songeur. »« Oh oh, raconte-moi cela. »« Qui sait, je pourrais peut-être t'être utile. Il m'est arrivé d'aider pas mal de jeunes gens en des affaires qui, de prime abord, semblaient assez difficiles. Il se peut que tu aies entendu parler de moi. J'ai plus d'un nom, mais celui de Vif-Argent me convient aussi bien qu'un autre. Expose-moi tes ennuis. Nous en discuterons et nous verrons ce qu'il est possible de faire. » Les paroles de l'étranger, ses manières, modifièrent complètement l'état d'esprit de Persée, qui résolut de confier à Vif-Argent toutes ses craintes. En somme, il était invraisemblable que sa situation en fût empirée, et très possible que son nouvel ami fût en état d'offrir quelques conseils qui, en fin de compte, se révéleraient utiles. Il fit connaître avec précision, en quelques mots, l'embarras dans lequel il se trouvait. Comment le roi Polydecte désirait donner la tête de Méduse coiffée de serpents en cadeau de noces à la belle princesse Hippodamie, comment lui, Persée, avait entrepris de la lui procurer, mais redoutait d'être changé en pierre. « Ce qui serait une grande pitié, dit Vif-Argent avec son sourire malicieux. Tu ferais une belle statue de marbre, ce n'est pas douteux. Mais, somme toute, je comprends que l'on préfère être un jeune homme pendant quelques années qu'une statue de pierre pendant longtemps. »« Je crois bien, » s'écria Persée, à qui, de nouveau, les larmes vinrent aux yeux. « Et puis, que ferait ma mère chérie si son fils bien-aimé venait être à changer en pierre ?»« Bon, espérons que l'expédition ne finira pas aussi mal, » répliqua Vif-Argent sur un ton d'encouragement. « Si quelqu'un peut t'aider, certes, c'est moi. Avec ma sœur, je ferai tout ce qui sera en notre pouvoir pour te sortir sain et sauf de cette aventure si mal engagée qu'elle paraisse en ce moment. »« Votre sœur ? » ?»« Oui, ma sœur. Elle est fort sage, je t'assure. Pour ma part, je sais en général ce que je veux, quoi que cela puisse être. Si tu te montres hardi et prudent, si tu suis nos conseils, tu n'auras pas à craindre pour l'instant d'être changé en statue de pierre. Mais avant tout, fourbis ton bouclier de telle sorte que tu puisses t'y voir aisément, comme dans un miroir. » Il parut à Persée que c'était là un curieux début pour son entreprise.
Il estimait de beaucoup plus d'importance que son bouclier fût assez solide pour le protéger contre les griffes de bronze de la Gorgone, plutôt qu'assez brillant pour refléter sa propre image. Pourtant, avec l'idée que Vif-Argent en savait plus sur ce point que lui, il se mit au travail sans tarder, frotta le bouclier si soigneusement, avec un tel bon vouloir, qu'il le rendit vite aussi brillant que la lune à l'époque de la moisson. Vif-Argent le regarda en souriant, fit un signe d'approbation, puis, prenant son épée courte et recourbée, il la passa à la ceinture de Persée, à la place de celle qui s'y trouvait. « Seule mon épée peut convenir à ton dessein, remarqua-t-il. La trempe en est excellente, elle trancherait fer et bronze aussi aisément que la plus mince branchette. En route maintenant. Après ceci, il nous faut trouver les 3 grises qui nous diront où joindre les nymphes. » « Les 3 grises ?» s'écria Persée qui ne voyait là qu'un obstacle nouveau sur son sentier aventureux. « Et s'il vous plaît, qui peuvent bien être ces 3 grises ? Je n'ai jamais entendu parler d'elles. »« Ce sont 3 vieilles dames étranges, dit Vif-Argent. À elles 3, elles ne possèdent qu'un seul œil et une seule dent. En outre, on ne peut les rencontrer qu'à la lueur des étoiles ou au crépuscule, car elles ne se montrent jamais à la lumière du soleil ou de la lune. Mais pourquoi perdre mon temps avec ces 3 grises ? Ne serait-il pas préférable de se mettre sur le champ à la recherche des terribles gorgones ? Non, non. Il est d'autres choses qu'il convient de faire avant que tu te diriges vers les gorgones. Il faut absolument se mettre à la recherche de ces vieilles dames. Lorsque nous les aurons trouvées, tu pourras être sûr que les gorgones ne seront pas loin. Allons, remons-nous. Dès cet instant, Persée ressentit tant de confiance en la sagacité de son compagnon qu'il ne fit plus d'objection et se déclara prêt à commencer immédiatement l'aventure. Ils se mirent en route d'une allure rapide, si vive que Persée trouvait difficile de rester à la hauteur de son alerte camarade Vif-Argent. À part les francs, il avait l'idée singulière que celui-ci était en possession d'une paire de chaussures ailées qui, bien sûr, lui était d'un secours merveilleux. Et puis, lorsque Persée le regardait de côté, du coin de l'œil, il croyait apercevoir des ailes de chaque côté de sa tête. Bien qu'il ne découvrît rien de semblable s'il le regardait en face, il ne voyait plus alors qu'une coiffure bizarre. Mais à tout prendre, le bâton torve était évidemment une aide puissante pour Vif-Argent, qui, grâce à lui, avançait avec une telle rapidité que, si actif qu'il fût, Persée ne tarda pas à se sentir hors d'haleine. « Allons, » dit enfin Vif-Argent, car il voyait bien le fripon que Persée avait de la peine à le suivre. « Prends le bâton. Il t'est beaucoup plus utile qu'à moi. J'imagine qu'il y a de meilleurs marcheurs que toi dans l'île de Sérifo. » « Je marcherai assez convenablement, dit Persée en regardant furtivement sur les pieds de son compagnon, si seulement je possédais une paire de sandales ailées. On tâchera de t'en procurer une paire. » Le bâton fut d'un grand secours à Persée, qui n'éprouva plus la moindre fatigue. Le fait est qu'il semblait vivre entre les mains du jeune homme, lui communiquer un peu de sa vivacité. Les 2 compagnons s'avançaient maintenant très à l'aise, en causant de façon sociable. Vif-Argent conta de si plaisantes histoires au sujet de ses aventures précédentes, expliqua si clairement comment son esprit l'avait tiré d'affaire en plusieurs occasions, que Persée se mit à le considérer comme un personnage merveilleux qui manifestement connaissait le monde.
Or, un être qui possède ce genre de savoir présente toujours un grand charme pour l'adolescence. Persée écoutait avec d'autant plus d'attention qu'il espérait ainsi accroître ses propres connaissances. Il lui revint à l'esprit que Vif-Argent avait parlé d'une sœur qui devait l'assister en l'aventure dans laquelle il se trouvait maintenant engagé. « Où est-elle » demanda-t-il. « Ne la rencontrerons-nous pas bientôt ?»« Chaque chose en son temps. Il faut que tu le saches, ma sœur est fort différente de moi. Elle est très sérieuse, très prudente. Ses sourires sont rares, jamais elle ne rit. Elle s'est fait une règle de ne prononcer un mot qu'elle n'ait une idée particulièrement profonde à exprimer. De même, elle ne prête l'oreille qu'aux conversations les plus sages. Grand Dieu, je vais craindre d'articuler la moindre syllabe. C'est une personne des plus accomplies, je t'assure. Elle possède tous les arts, toutes les sciences sur le bout des doigts. En un mot, elle est si parfaitement sage que bien des gens l'appellent la sagesse personnifiée. Cependant, à part les francs, elle n'est pas assez vive pour mon goût personnel. J'imagine que tu auras peine à la considérer comme une compagne de voyage aussi agréable que moi, mais elle a ses bons côtés. Tu les apprécieras dans ta rencontre avec les Gorgones. Sur ces entrefaites, l'obscurité était venue. Ils arrivaient en un lieu désert, sauvage, couvert de buissons épineux, si solitaire, tellement silencieux, qu'il semblait que personne n'eût jamais séjourné ou même passé là. Dans le crépuscule gris, qui s'épaississait à chaque seconde, tout paraissait lugubre et désolé. Jetant un regard attristé autour de lui, Persée demanda à Vif-Argent s'il devait encore aller beaucoup plus loin. « Chut !» murmura son compagnon. « Pas de bruit. C'est le moment, c'est l'endroit où nous devons trouver les trois grises. Aie soin de ne pas te montrer avant de les voir. À elles trois, elles n'ont qu'un œil, c'est vrai, mais cet œil unique est doué d'une vue aussi perçante qu'une demi-douzaine d'yeux ordinaires. Que me faudra-t-il faire lorsque nous les rencontrerons ? Vif-Argent expliqua comment les trois grises en usaient avec leur œil. Elles avaient l'habitude, paraît-il, de se le passer de l'une à l'autre, comme s'il s'était agi d'une paire de lunettes, ou, pour mieux dire, d'un lorgnon. Lorsque l'une d'elles avait gardé l'œil un certain temps, elle le retirait de son orbite et l'offrait à celle de ses sœurs de qui c'était le tour. Celle-ci se l'insérait immédiatement dans la tête pour donner joyeusement un coup d'œil au monde visible. On comprend aisément qu'une seule des trois grises pouvait voir, alors que les deux autres restaient plongées dans une profonde obscurité. En outre, au moment où l'œil allait d'une main à l'autre, aucune de ces trois pauvres vieilles n'y voyait goutte. Tu ne tarderas pas à voir si je dis ou non la vérité. Attention, chut, 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 les voici, elles arrivent. Persée regarda attentivement à travers l'obscurité du soir. Et il n'y a pas de doute, à une courte distance, il découvrit les trois grises. La lumière était si faible qu'il voyait mal leur allure. Il aperçut leurs longues chevelures grises, puis lorsqu'elles approchèrent, il constata que deux d'entre elles avaient au milieu du front un orbite vide.
tandis qu'au centre du front de la troisième sœur, celle du milieu, un œil large, brillant, perçant, scintillait comme un énorme diamant sur une bague. Il paraissait si pénétrant que Persée ne put s'empêcher de lui attribuer le don de voir à travers la nuit la plus noire, aussi bien qu'en plein midi. Les facultés visuelles que possèdent les yeux de 3 personnes se trouvaient fondues, réunies en cet œil unique. Les 3 vieilles dames s'avançaient, fort à l'aise, somme toute, comme si elles avaient joui de la vue toutes les 3 à la fois. Celle qui avait l'œil fixé dans son front menait les 2 autres par la main et ne cessait de jeter un regard aigu autour d'elle. Persée craignit que ce regard ne pénétrât l'épais rideau de broussailles derrière lequel il s'était dissimulé avec Vif-Argent. Oh, quelle terreur on éprouvait en se voyant à portée d'un œil aussi perçant. Elle n'avait pas encore atteint le buisson qu'une des 3 grises dit « Ma sœur Épouvantail, tu as gardé l'œil assez longtemps, c'est mon tour maintenant. » « Laisse-moi le garder une seconde encore, ma sœur Cauchemar. Il m'a semblé apercevoir quelque chose à travers l'épaisseur de ce buisson. »« Oui, eh bien après, répartit Cauchemar d'un air pincé. Ne puis-je pas, moi aussi, le voir aussi bien que toi à travers l'épaisseur d'un buisson? L'œil m'appartient comme à toi, tout comme à toi, et peut-être même un petit peu mieux. Je sais m'en servir. J'insiste pour jeter sur le champ un coup d'œil. » Là-dessus, la 3e sœur qui répondait au nom de Terreur se mit à se plaindre, affirma que c'était son tour d'avoir l'œil que Cauchemar et Épouvantail voulaient accaparer. Pour terminer la querelle, la vieille dame Épouvantail retira l'œil de son front, l'offrit dans le creux de sa main. « Que l'une d'en vous le prenne, finissons-en. En ce qui me concerne, un peu d'obscurité me fera plaisir. Prenez-le vite pourtant, sans quoi je vais être obligée de le remettre dans ma tête. » Alors Cauchemar et Terreur avancèrent ensemble les doigts, tâtonnèrent avec avidité pour prendre l'œil d'Épouvantail, mais comme ni l'une ni l'autre ne voyaient, elles ne le trouvaient pas. Épouvantail, également dans l'obscurité, ne put rencontrer tout de suite la main de l'une ou de l'autre pour y placer l'œil. Vif-Argent s'amusait tellement à regarder Terreur et Cauchemar tâtonner à la recherche de l'œil, s'adresser des reproches mutuels ou s'en prendre à Épouvantail, qu'il retenait difficilement son rire. En une seconde, alors que les 3 grises grognaient encore, Persée, surgi du buisson, s'était emparé du butin. Les grises n'avaient pas compris ce qui s'était passé. Chacune d'elles croyait l'œil avec une de ses sœurs. Elles recommencèrent à se quereller. Finalement, Persée, désireux de ne pas causer à ces dames respectables plus d'ennui qu'il n'était vraiment nécessaire, jugea bon d'expliquer ce qu'il en était. « Mes bonnes dames, leur dit-il, je vous en prie, ne vous irritez pas l'une contre l'autre. Si quelqu'un est coupable, c'est moi. J'ai l'honneur de tenir dans ma propre main votre excellent œil, si brillant. »« Vous avez notre œil? Mais qui êtes-vous donc ?» gémirent les 3 grises d'une seule voix. « Rendez-nous notre œil solitaire, notre œil unique, notre œil précieux. Vous avez les 2 vôtres, rendez-nous celui-là. » Vif-Argent dit tout bas à Persée, « Réponds-leur qu'elles retrouveront leur œil dès qu'elles t'auront indiqué où sont les nymphes qui possèdent les sandales volantes, la bourse magique et le casque d'invisibilité. » Chère, excellente, admirable vieille dame, inutile de vous effrayer ainsi, dit Persée. Je ne suis pas un méchant garçon. Votre œil vous sera rendu sain et sauf, aussi brillant que jamais, dès que vous m'aurez dit où je puis rencontrer les nymphes.
Les nymphes. Oh, mes pauvres sœurs, mais de quelle nymphe veut-il parler? Gémit Épouvantail. Il existe une grande quantité de nymphes, affirme-t-on. Il en est qui chassent dans les forêts, d'autres vivent à l'intérieur des arbres, d'autres encore se sont fait un gîte confortable des fraîches fontaines. Nous ne savons rien d'elles, rien du tout. Nous sommes 3 malheureuses vieilles femmes qui errons au crépuscule avec le seul œil que nous possédions à nous 3. Or, vous nous l'avez volé. Étrangers, rendez-le nous. Qui que vous soyez, rendez-le nous. Durant ce discours, les 3 grises tâtonnaient les mains en avant, faisant leur possible pour saisir Persée, qui se tenait soigneusement hors de leur atteinte. « Respectable vieille dame, reprit-il, sa mère, voyez-vous, lui avait appris à manifester toujours la plus grande politesse. Je tiens ferme votre œil dans la main. Je vous le garderai sain et sauf jusqu'à ce qu'il vous plaise de m'apprendre où je trouverai ces nymphes. Je veux parler de celles qui gardent la bourse enchantée, les sandales ailées et le casque d'invisibilité. Pitié divine, mes sœurs, mais de quoi donc parle ce jeune homme? S'écrièrent Épouvantail, Cauchemar et Terreur de l'air le plus étonné. Une paire de sandales ailées, qu'il dit, mais ses talons ne tarderaient pas à s'envoler au-dessus de sa tête s'il avait la sottise de les chausser. Et un casque d'invisibilité. Comment un casque pourrait-il le rendre invisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un casque assez gros pour le recouvrir tout entier? Et une bourse enchantée, qu'est-ce que ça peut bien être que cette histoire-là, je vous le demande? Non, non, mon bon étranger, nous ne saurions rien vous dire de ces objets étonnants. Vous avez 2 yeux qui vous appartiennent et nous un seul pour nous 3. Mieux que 3 vieilles personnes comme nous, vous pouvez découvrir de telles merveilles. En les entendant parler ainsi, Persée commença à croire qu'elle n'avait réellement aucune information. Peiné de leur causer tant de chagrin, il était sur le point de leur rendre leur œil et de s'excuser de l'impolitesse qu'il avait commise en le leur prenant. Mais Vif-Argent lui saisit la main. « Ne te laisse pas berner, lui dit-il. Les 3 grises sont les seules personnes au monde susceptibles de t'indiquer où sont les nymphes. Si tu n'obtiens pas ce renseignement, tu ne réussiras jamais à trancher la tête de Méduse à la chevelure de serpent. Tiens ferme l'œil et tout ira bien. » Comme la suite le montra, Vif-Argent était dans le vrai. Il est peu de choses auxquelles les gens tiennent plus qu'à leur vue. Les grises estimaient leur œil unique tout autant que s'il s'était agi d'une demi-douzaine d'yeux, nombre qu'elles auraient dû normalement avoir. Persuadées qu'il n'était pas d'autre moyen de le reconquérir, elles finirent par dire à Persée ce qu'il désirait savoir. Dès qu'elles l'eurent fait, sans plus attendre, avec le plus grand respect, il fixa l'œil dans l'orbite vide de l'un des fronts, les remercia de leur obligeance et prit congé d'elles. Mais Persée et Vif-Argent se hâtaient à la recherche des nymphes. Les vieilles dames leur avaient donné des indications si précises qu'ils ne furent pas longs à les découvrir. Elles ne ressemblaient aucunement à Cauchemar, Terreur et Épouvantail. Au lieu d'être vieilles, elles étaient jeunes et belles. Au lieu de n'avoir qu'un œil à elles toutes, chaque nymphe avait pour elle seule 2 yeux extrêmement vifs qui regardaient Persée avec beaucoup de bienveillance. Elle paraissait connaître Vif-Argent. Lorsqu'il eut dit l'aventure dans laquelle s'était engagé Persée, elles ne firent nulle difficulté pour remettre à ce dernier les objets de valeur dont elles avaient la garde.
Pour commencer, elles apportèrent ce qui semblait être une petite bourse, faite de peaux de daim curieusement brodées, en recommandant de bien veiller sur elle. C'était la bourse enchantée. Puis, elles sortirent une paire de chaussures, des sandales, et au talon de chacune, il y avait 2 jolies petites ailes. « Mets-les à tes pieds, Persée, dit Vif-Argent. Tu te sentiras aussi léger que tu peux le souhaiter pendant le reste de notre voyage. » Persée se mit en devoir de chausser l'une des sandales après avoir posé l'autre à terre, à côté de lui. Mais tout à coup, celle-ci, étendant ses ailes, quitta le sol. Elle se serait probablement envolée au loin si Vif-Argent, d'un bond heureux, ne l'avait saisie en l'air. « Fais donc attention, dit-il en la restituant à Persée. Songe combien les oiseaux auraient peur s'ils voyaient tout à coup une sandale voler au milieu d'eux, comme ça. » Lorsque Persée eut attaché ces 2 sandales merveilleuses, il se trouva du coup trop léger pour demeurer à terre. Il fit un pas ou 2, pouf! Il s'élança dans les airs, bien au-dessus des têtes de Vif-Argent et des nymphes. Il eut grand-peine à redescendre. On arrive difficilement à se servir de sandales ailées ou de machines à voler de cette nature avant d'en avoir un peu pris l'habitude. Vif-Argent rit de la légèreté involontaire de son compagnon et lui dit qu'il ne fallait pas montrer une telle hâte, mais attendre le casque invisible. Les excellentes nymphes tenaient prêt pour sa tête ce casque orné d'une sombre touffe de plumes volant au vent. C'est alors que se produisit un incident aussi étrange à lui seul que tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Une seconde avant de coiffer le casque, Persée était un beau jeune homme, aux boucles d'or, aux joues vermeilles, le sabre recourbé au côté, le bouclier poli au bras, image glorieuse et brillante de courage et de force. Mais le casque, à peine descendu sur son front blanc, il n'y eut plus de Persée, plus rien. Le vide. Le casque même qui produisait cette invisibilité s'était évanoui. « Où es-tu, Persée ?» demanda Vif-Argent. « Tiens, ici, bien sûr !» répondit le plus tranquillement du monde Persée, dont la voix semblait sortir de l'air transparent. « Exactement là où je me trouvais il y a une seconde. Ne me voyez-vous pas ? » Ma foi, non. Le casque te rend invisible, mais si je ne puis te voir, les gorgones ne le pourront davantage. Donc, suis-moi. Nous allons éprouver ton habileté à te servir des sandales ailées. Sur ces mots, la coiffure de Vif-Argent déploya ses ailes, comme si sa tête se disposait à s'envoler de ses épaules. Mais tout son être s'éleva légèrement dans les airs. Persée suivit. Ils étaient à peine montés de quelques centaines de pieds que le jeune homme commença à ressentir quel délice c'était d'abandonner, loin derrière soi, la terre monotone, de s'envoler comme un oiseau. La nuit était venue, profonde. Persée leva les yeux. Il vit la lune argentée, toute ronde, toute brillante. La pensée lui vint que rien ne serait plus désirable que de monter vers elle pour y passer sa vie. De temps à autre, Vif-Argent et lui approchaient un nuage qui à distance semblait une toison d'argent. En y pénétrant, enveloppés d'une humidité grise, ils frissonnaient, il est vrai, mais leur vol était si rapide qu'en un instant ils l'avaient traversé et se retrouvaient dans la lumière lunaire. Un aigle, volant haut, se jeta contre l'invisible Persée. Des météores, et c'était là le plus beau des spectacles, surgissaient soudain, comme si l'on eût dans le ciel
allumaient un feu d'artifice. Ils obscurcissaient le clair de lune sur une étendue d'une centaine de lieues. Les compagnons poursuivaient leur vol. Persée crut entendre près de lui le bruit que fait un vêtement froissé. Il ne voyait pourtant que Vif-Argent, et le son se produisait du côté opposé. « Qui donc porte le vêtement dont j'entends le froissement tout près, dans la brise ?» demanda Persée. « Ah, c'est ma sœur. Elle nous accompagne, comme je te l'avais annoncé. Nous ne pourrions rien sans son aide. Tu n'as pas idée de sa sagesse. Et quel regard! Pense donc qu'elle peut te voir en ce moment, absolument comme si tu n'étais pas invisible. Je parierais volontiers qu'elle sera la première à découvrir les Gorgones. » À ce moment, leur vol rapide les avait conduits en vue du grand océan, au-dessus duquel ils planèrent bientôt. Alors une voix se fit entendre, très proche, une voix de femme, le semblait-il, mélodieuse, bien qu'on ne pût exactement la proclamer douce, mais grave et suave. « Persée, disait la voix, voici les Gorgones. »« Où cela? Je ne puis les apercevoir. » »« Sur le rivage de cette île, au-dessous de toi. Une pierre que laisserait échapper ta main tomberait au milieu d'elles. »« Je t'avais bien dit qu'elle serait la première à les découvrir, dit Vif-Argent. Et les voici. » Droit au-dessous de lui, à 2 ou 3 000 pieds, Persée vit une petite île. Les vagues recouvraient de leur brillante écume le rivage rocheux, sauf en un point où s'étendait une plage de sable d'un blanc neigeux. C'est vers ce lieu qu'il descendit, son regard attentif fixé sur une tache lumineuse au pied de sombres rocs escarpés. Les terribles Gorgones étaient là. Bercées par le bruit de tonnerre que faisaient les flots, elles étaient profondément endormies. Le clair de lune glissait sur leurs écailles d'acier, touchait leurs ailes d'or paresseusement posées sur le sable. Épouvantable à voir, leurs griffes de bronze se crispaient sur des fragments de rochers usés par les vagues, tandis que les Gorgones endormies rêvaient de quelques pauvres mortels à déchirer en pièces. Les serpents qui leur servaient de chevelure paraissaient aussi dormir, bien que, de temps à autre, un d'eux, s'agitant, dressant la tête, projeta en avant une langue fourchue avec un sifflement somnolent, puis retomba parmi ses frères. Plus qu'à toute autre chose, les Gorgones ressemblaient à quelque insecte gigantesque, affreux, un cancrelat aux immenses ailes d'or, une libellule, quelque chose dans ce genre, enfin, à la fois épouvantable et beau. Mais elles étaient 1000 et 1000 millions de fois plus grosses. Et puis, on découvrait aussi en elles un aspect partiellement humain. Heureusement pour Persée, la posture dans laquelle elles étaient couchées dissimulait complètement leur visage, puisque, les eût-il regardées une seconde seulement, ils seraient pierre inanimée, tombés du ciel lourdement. « Maintenant, murmura Vif-Argent qui se tenait à ses côtés, maintenant, voici l'heure d'agir. Sois prompte. Si l'une des Gorgones s'éveille, il sera trop tard. »« Laquelle frapperai-je » demanda Persée en tirant son épée et en descendant un peu. « Elles se ressemblent. Toutes trois ont des boucles de serpent. Laquelle est Méduse »
Il faut dire que Méduse était le seul de ces monstres dont Persée put arriver à trancher la tête. Pour les deux autres, il aurait eu beau posséder l'épée la plus aiguisée qui eût jamais été forgée, il aurait frappé des heures et des heures sans leur faire le moindre mal. « Prends garde », dit la voix calme qui avait déjà parlé. L'une des gorgones s'agite en son sommeil. Elle est sur le point de se retourner. Celle-là est Méduse. Ne la regarde pas. Sa vue te changerait en pierre. Tourne-toi vers son image dans le miroir brillant formé par ton bouclier. Persée comprit alors pourquoi Vif-Argent avait tant recommandé de polir l'écu. Il pouvait impunément voir se refléter à sa surface le visage de la gorgone. Elle était là, cette figure effroyable. Elle apparaissait dans l'éclat du métal. La lune l'éclairait, en révélait toute l'horreur. Les serpents, à qui leur nature venimeuse ne permettait pas un repos absolu, se tordaient au-dessus du front. C'était la face la plus farouche, la plus atroce que l'on pût voir ou imaginer, avec cependant une sorte de beauté étrange, effrayante, sauvage. Les yeux étaient clos. La gorgone demeurait endormie, mais avec une expression d'inquiétude qui troublait ses traits, comme si un songe pénible agitait le monstre. Ses crocs blancs grinçaient, ses griffes de bronze pénétraient profondément dans le sable. Il semblait que le rêve de Méduse s'étendit aux serpents, les rendit plus agités encore. Ils s'enlaçaient en des nœuds tumultueux, se tordaient férocement, dressaient en l'air une centaine de têtes sifflantes sans toutefois ouvrir les yeux. « Va, va !» murmura Vif-Argent qui s'impatientait. « Bondis sur le monstre !»« Reste calme !» dit la voix grave et mélodieuse, à côté du jeune homme. Regarde dans ton bouclier lorsque tu vas descendre en volant. Aie grand soin de ne pas manquer ton premier coup. Persée descendit avec précaution, l'œil fixé sur le reflet de Méduse. Plus il s'approchait, plus le visage au serpent et le corps métallique du monstre devenaient effroyables. Enfin, se trouvant à portée de bras, il leva son épée. Au même instant, les serpents sur la tête de Gorgone se dressaient et s'allongeaient vers lui, menaçants. Méduse ouvrit les yeux. Trop tard. Tranchante était la lame, le coup tomba comme l'éclair. La tête de la méchante Méduse était séparée du corps. « Superbe !» s'écria Vif-Argent. « À toi ! Enferme la tête dans la bourse magique !» À la stupeur de Persée, la petite bourse brodée qu'il avait suspendue à son cou et qui n'avait pas été jusque-là plus grosse qu'une bourse ordinaire, devint soudain assez vaste pour contenir la tête. Prompt comme la pensée, il saisit cette dernière avec les serpents qui se tordaient encore. « Ta tâche est terminée, » dit la voix calme. « Fuis maintenant, car les autres gorgones vont s'efforcer de venger la mort de leur sœur. » La fuite s'imposait. L'exploit de Persée ne s'était pas accompli si tranquillement que le bruit de l'épée, le sifflement des serpents, la chute de la tête roulant sur le sable baigné par les flots n'eussent éveillé les deux autres monstres. Un instant, les gorgones assises, encore ensommeillées, se frottèrent les yeux de leurs griffes de bronze. Sur leurs têtes, les serpents surpris s'érigeaient, droits, dardant leurs têtes venimeuses. Ils ne savaient pas contre quoi. Lorsqu'elles virent le corps écailleux, décapité, les ailes d'or froissées étendues sur leur sable, oh alors, leurs cris, leurs clameurs devinrent effroyables. Et les serpents, d'un commun accord, ils lancèrent leurs 100 sifflements.
De la bourse magique, les serpents de Méduse répondirent. Dès qu'elles furent tout à fait éveillées, les gorgones s'élancèrent dans les cieux. Elles brandirent leurs serres d'airain, grincèrent de façon horrible leurs crocs, agitèrent leurs ailes immenses d'une façon si sauvage que quelques-unes des plumes d'or arrachées voltigèrent jusqu'au rivage. Elles s'y trouvent peut-être encore. Comme je vous le disais, les gorgones s'élevèrent, jetèrent autour d'elles des regards terrifiants, dans l'espoir de changer quelqu'un en pierre. Si Persée les avait contemplées en face ou était tombée entre leurs griffes, jamais plus sa pauvre mère n'eût embrassé son enfant. Mais il prit grand soin de regarder dans une autre direction. Comme il portait le casque d'invisibilité, les gorgones ne savaient où le poursuivre. Vous pensez bien qu'il fit le meilleur usage des sandales ailées en bondissant à 1 ou 2 lieues. À cette hauteur, les clameurs des créatures abominables n'arrivaient plus qu'affaiblies. Il fila droit sur l'île de Sérifo pour porter la tête de Méduse au roi Polydecte. Le temps me manque pour vous conter plusieurs choses merveilleuses qui arrivèrent à Persée autour de son voyage de retour. Il tua un monstre hideux qui était sur le point de dévorer une délicieuse jeune fille. Il changea un énorme géant en montagne de pierre, rien qu'en lui montrant la tête de la gorgone. Si par hasard vous éprouvez quelques doutes au sujet de cette dernière aventure, allez en Afrique un de ces jours. Vous verrez cette même montagne qui porte toujours le nom du géant. Notre brave Persée finit tout de même par gagner l'île où il espérait trouver sa mère chérie. Mais pendant son absence, le méchant roi avait si mal agi avec Danaé qu'obligée de s'enfuir, elle s'était réfugiée en un temple où quelques bons vieux prêtres lui témoignèrent une grande bienveillance. Il semble que ces dignes prêtres et le pêcheur au grand cœur qui, trouvant Danaé et le petit Persée dans leur coffre flottant, leur avaient donné le premier l'hospitalité, aient été les seules personnes de l'île qui eussent le souci de bien faire. Tout le reste de la population, comme le roi Polydecte lui-même se conduisait mal, ne méritait pas de destinée meilleure que celle qui va lui échoir. N'ayant pas rencontré sa mère au logis, Persée se dirigea directement vers le palais. On l'introduit aussitôt en la présence du roi. Polydecte n'était pas plus content que ça de le revoir, car en son esprit malfaisant, il avait presque acquis la certitude que les gorgones avaient mis en pièces le jeune homme et l'avaient dévoré. Il croyait en être débarrassé. Cependant, le voyant de retour sain et sauf, il assuma la meilleure contenance pour interroger Persée sur son exploit. « As-tu tenu ta promesse ?» lui demanda-t-il. « M'apportes-tu la tête de Méduse à la chevelure de serpent ? Si tu ne l'as pas, jeune homme, il t'en coûtera cher, car il me faut un cadeau de mariage pour la belle princesse Hippodamie. » Or, rien ne peut lui inspirer autant d'admiration. « Oui, n'en déplaise à votre majesté, répondit Persée, avec autant de calme que s'il n'avait pas accompli un acte merveilleux pour un homme aussi jeune. Je vous ai rapporté la tête de la gorgone intacte, serpent compris. » « Vraiment ? Voyons là, ce doit être un curieux spectacle, si tout ce qu'en disent les voyageurs est exact. » « Votre majesté dit vrai. C'est un objet qui, à n'en pas douter, fixera les regards de tous ceux qui le contempleront. Avec la permission de votre majesté, je suggérerai la proclamation d'un jour de fête afin que les sujets de votre majesté, assemblés, puissent tous admirer cette merveille. Peu d'entre eux, j'imagine, ont déjà vu une tête de gorgone. Pareille occasion ne se représentera peut-être jamais. Le roi savait que ces sujets étaient un ramassis de vauriens paresseux, avides de spectacle, comme le sont en général les gens oisifs.
Il suivit le conseil du jeune homme. Des héros, des messagers, dépêchés dans toutes les directions, sonnèrent de la trompette au coin des rues, sur les marchés, partout où deux routes se croisaient, appelèrent tout le monde à la cour, où se rendirent aussitôt 1000 mécréants qui, par pure méchanceté, se seraient montrés enchantés au cas où quelque malheur aurait atteint Persée dans sa rencontre avec les Gorgones. Si l'île contenait quelques personnes meilleures, et j'espère qu'il s'en trouvait, bien que l'histoire n'en dise rien, celles-là demeurèrent tranquillement chez elles, à s'occuper de leurs affaires et à prendre soin de leurs petits-enfants. En tout cas, la plupart des habitants accoururent à toute vitesse au palais, où ils se poussèrent, se bousculèrent, s'enfoncèrent les coudes dans les côtes les uns des autres, en leur anxiété de s'approcher d'un balcon sur lequel se tenait Persée lui-même, la bourse brodée en main. Sur une estrade, bien en vue, se tenait le puissant roi Polydecte avec ses méchants conseillers. Courtisans, sujets, chacun regardait curieusement Persée. « Montre-nous la tête, montre-nous la tête !» hurlait la foule. Les cris étaient pleins de férocité. On sentait que ces hommes déchireraient Persée en pièces s'il ne leur donnait satisfaction en présentant ce qu'il avait à montrer. « Montre-nous la tête de Méduse à la chevelure de serpent !» Le jeune Persée sentit un sentiment de tristesse et de pitié l'envahir. « Ô roi Polydecte !» s'écria-t-il, « et vous, peuple innombrable, j'ai grande répugnance à vous montrer la tête de la Gorgone. »« Ah, le vaurien, le lâche !» cria le peuple plus cruel que jamais. « Il se rit de nous, il n'a pas la tête de Gorgone. Si tu l'as, montre-la nous, ou la tienne nous servira de ballon. » Les mauvais conseillers glissèrent un avis méchant à l'oreille du roi. En chœur, les courtisans murmurèrent que Persée manquait de respect à leur royal seigneur et maître. Le roi Polydecte lui-même fit un signe de la main. D'une voix grave, profonde, autoritaire, il enjoignit au jeune homme, s'il tenait à la vie, de sortir la tête. « Montre-moi la tête de la Gorgone, ou je tranche la tienne. » Persée poussa un profond soupir. « À l'instant où tu meurs. » « Eh bien, la voici !» s'exclama Persée, dont la voix retentit avec un fracas de trompette. Il éleva brusquement la tête. Pas une paupière ne cligna. Le détestable roi Polydecte, ses mauvais conseillers, ses courtisans abjects n'étaient plus que les images d'un roi et de son peuple. Tous, ils restèrent figés à jamais dans leur attitude du moment. Le premier regard à la terrible tête de Méduse les avait transformés en un marbre éblouissant. Alors, rejetant la tête dans la bourse, Persée alla dire à sa mère chérie qu'elle n'avait plus à craindre le méchant roi Polydecte.